Un étranger qui a donné sa vie pour la France. Plusieurs centaines de personnes donc se sont rassemblées sous une pluie battante pour assister à la panthéonisation de Missak Manouchian, fusillé il y a 80 ans, jour pour jour. Un hommage national donc hautement symbolique en plein débat sur l'immigration et le repli identitaire d'une partie de la société. On va essayer d'aborder cette question-là, ou plutôt la question en fait du rapport à l'histoire, du rapport tourmenté à l'histoire et à la politique, évidemment. C'est ce que nous permet de comprendre peut-être cet événement. En tout cas, Loris Chavanette, historien, auteur de La tentation du désespoir, comment la démagogie menace la démocratie, publié aux éditions Plomb, va s'atteler justement à croiser histoire et politique. Lui-même spécialiste de la Révolution française, du Premier Empire, il a écrit des biographies sur Danton, Robespierre, Mirabeau. Bonjour Loris Chavanette. Bonjour Louis Dauphren. Alors, est-ce un bon signe que l'histoire s'invite dans la politique, ainsi qu'on a pu le voir dans Panthéon ? Je trouve que c'est un excellent signe de reconnaissance d'abord d'un héros qui est mort pour la patrie. On doit d'abord être reconnaissant à l'égard de ceux qui se sacrifient pour l'intérêt de la France, surtout que, par exemple, quand ils ne sont pas français, comme notre panthéonisé arménien, désormais éternel, sous les voûtes du Panthéon. Après, deuxièmement, il faut que ça demeure, les panthéonisations, quelque chose d'exceptionnel pour garder tout le sacré. Si trop de panthéonisation tue la panthéonisation d'une certaine manière. Donc il faut trouver l'équilibre. C'est vrai que j'avais consacré un essai à Mirabeau, le premier panthéonisé en 1791, à sa mort. C'est pour lui qu'on inventa le Panthéon, qualifié de temple de la patrie. Et donc Mirabeau, lui, était mort dans son lit. Il n'est pas mort au front, ni sur la guillotine. Et donc je crois que c'est intéressant de voir la filiation et l'évolution aussi des héroïsmes, et là avec un résistant, quelle que soit sa coloration politique, Jean Moulin n'était pas un ultra-conservateur, et bien je crois que c'est très intéressant et essentiel de reconnaître que la patrie fasse cet effort, et le président de la République aussi, qu'on ne lui tombe pas dessus, afin de mettre en avant notre histoire nationale qui est faite de révolution et de résistance. Quel lien, Loris Chavanette, entre Mirabeau et Manouchian, à part l'initiale ? À part l'initiale, le lien il est facile, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a le premier panthéonisé et le dernier, c'est-à-dire Manouchian. Ensuite, il est vrai, ce sont deux hommes. N'omettons pas la question. Il y a toute une pétition favorable à ce que Olympe de Gouges, morte sur l'échafaud, sous la terreur, et qui avait proposé une déclaration des droits des femmes. Je suis très favorable et à la repanthéonisation de Mirabeau, j'en ai fait une tribune dans l'Obs, de même qu'à la panthéonisation d'Olympe de Gouges. Je crois qu'il faut honorer hommes, femmes, et par contre, je n'irai pas jusqu'à la repanthéonisation de Marat, parce que sinon ensuite on s'y perd. Qu'est-ce que ça signifie, le fait de touiller l'histoire comme ça, Loris Chavanette ? Si on doit relier toute cette réflexion à l'analyse que vous faites de l'état de la politique. Écoutez, l'état de la politique, c'est vrai que le titre de mon essai à paraître chez Plomb, La tentation du désespoir, c'est plutôt le désenchantement que la promesse. Après, cette pente du désespoir, que ce soit, je vais donner un exemple simple, la fanatisation de certaines tranches politiques, la violence, la recrudescence inouïe de la violence, que ce soit par les incivilités, que ce soit lors de manifestations. Bon, même si on a toujours été un peuple de tradition anarchisante, vitupérant, voire dans la rue à coups de cocktails Molotov et de pics portés au bout, avec des têtes portées au bout des pics, même en effigie. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de saluer, faire le clin d'œil à Robert Badinter, qui, dans une de ses dernières prises de position à la télévision, a poussé une colère monstre, on dira divine, puisqu'il va bientôt être panthéonisé lui aussi, contre cette vague de l'anarchie, de la représentation de la mort, cet appel au sang. Je crois qu'il n'y a pas de progrès qui se constitue de la sorte. Alors bien sûr, là je m'adresse aux manifestations récurrentes
qui ont donné lieu à des saccages, régulièrement, hein, les incendies de poubelles, les gilets jaunes et autres manifestations éruptives dans la rue du peuple, entre guillemets, parce que qu'est-ce que le peuple ? Est-ce que c'est la masse, la foule dans la rue ? Est-ce que c'est une minorité militante ? Ou est-ce que c'est le populus, c'est-à-dire la totalité des Français en droit de voter ? Mais la Révolution ne s'est jamais prononcée sur le sens qu'elle donnait au mot peuple. Non, mais par contre, beaucoup de populistes ont essayé de le récupérer et même d'en usurper le contenu, la contenance. Robespierre lui-même a été dénoncé comme un populiste. Le mot est employé. Alors, c'est quoi le populisme ? D'abord, il y a un moyen, c'est la démagogie. C'est-à-dire, d'un côté, la démagogie est le fond vivace de la démocratie, puisque la démocratie, c'est le chaos organisé, donc c'est le droit du plus fort des orateurs, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, la démagogie, c'est l'art de mobiliser une minorité par l'emphase. Et je crois que toutes les élections présidentielles, législatives, depuis tout temps, depuis que la démocratie existe, donnent lieu à ce genre de dérive rhétorique. En même temps, il ne faut pas oublier, je crois, l'idéal de démocratie de Churchill qui disait « La démocratie, c'est le moins mauvais des régimes ». Il ne faut pas espérer une solution miracle de la démocratie. Elle est un tissu d'institutions qui nous équilibrent. Mais vous dites aussi, Laurie Chavanette, que la démocratie nous porte à une forme d'idéalisme. On attend énormément d'elle, plus qu'elle ne peut donner. Disons que, effectivement, surtout dans notre tradition française de croyance dans le progrès, et même le progrès par les révolutions, donc par la violence. C'est une tradition enracinée. Et si vous voulez, tout simplement, j'aimerais bien citer cet exemple de aujourd'hui, là, en 2024, c'est les 150 ans de l'entrée au Louvre de La liberté guidant le peuple de Delacroix. Qu'il a composé en 1830, tout de même, en faisant hommage à l'insurrection populaire de 1830. Et Delacroix, en réalité, fait un hommage. On le récupère un peu, on le détourne, très, 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 très virulent quant à la place du peuple de France, guidant la liberté dans le monde. Et en réalité, Delacroix était beaucoup plus conservateur. Et donc, il y a toujours un regard critique à avoir sur cette histoire de nos révolutions françaises, parce qu'il n'y en a pas qu'une. C'est une sempiternelle tradition française. Et la place de l'histoire, il faut raconter l'histoire de la démocratie, même de son enfantement en 89, pour ne pas l'abandonner aux franges les plus radicales. La présence de Marine Le Pen hier ? Ouais, j'ai trouvé que si c'est national, il doit y avoir tout le monde, d'une certaine manière. Ensuite, il ne faut pas empêcher les polémiques, c'est-à-dire ceux qui critiquent. Moi, j'ai pas d'approche. Je suis ultra critique quant à la présence de Marine Le Pen hier. Cependant, je trouve cela tout de même dommage parce que la famille de Manouchian avait appelé à ce qu'elle ne soit pas présente. Donc, est-ce qu'il faut être citoyen ? Est-ce qu'il faut être un individu quand on rend hommage ? Là-dessus, je pose un point d'interrogation. Je pense que la famille ne doit pas non plus être les laissés pour compte des panthéonisations. Que pensez-vous de cette interprétation qui consiste à dire que Marine Le Pen est l'héritière des personnes qui ont fusillé Missak Manouchian ? Ah ben ça, c'est l'héritière. Il y a différentes l'héritière politique. L'héritière politique, oui, parce qu'il y a des héritières en ligne directe, indirecte. Il y a des neveux, il y a des cousins dans l'extrême droite française en général, dans le clan réactionnaire en particulier. Écoutez, mon grand-père Albert Copps a participé à la création d'un des premiers réseaux de résistance français à Metz dès juillet 1940. Donc, il n'était pas communiste. Il était d'origine allemande et il a eu un parcours d'avocat tout à fait brillant dans le sud de la France. Donc, j'entends rappeler que la résistance, elle est diverse. Il y a eu aussi une résistance de monarchistes. Pourquoi uniquement assimilé au nazisme ? Il y a aussi eu des résistants de droite catholique, tout comme il y a eu énormément de collabos de droite catholique. On a toujours l'impression que c'est une plaie qui suppure un peu cette période-là. Cette période de 39-45, c'est une plaie qui saigne. C'est une plaie ouverte.
En même temps, il faut mettre le doigt dans la plaie, comme disait saint Thomas, à savoir, il faut interroger cette période. Il faut interroger bientôt. On ne cesse de l'interroger, non ? On ne cesse, vous avez absolument raison, mais il faut le faire, avec doigté, nuance et sans démagogie historique. Parce qu'il y a beaucoup de démagogie historique de la part parfois des politiques, des historiens, notamment ceux qui expliquent qu'il faut un retour de Robespierre, je pense à Jean-Luc Mélenchon, ceux qui refusent que l'on critique Napoléon Bonaparte. Napoléon, c'est la France, point barre. Je crois qu'il faut critiquer tout et n'importe qui. De même De Gaulle peut être critiqué relativement à plusieurs de ses prises de position. Il n'y a pas de saints en histoire. Il n'y a que des hommes dans le tourment d'événements en crise, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Dans quel régime sommes-nous aujourd'hui, Loris Chavanette ? Je pose la question parce qu'il y a un excellent papier de Pierre Manant dans l'hebdomadaire La Nef qui s'interroge là-dessus et qui dit qu'en fait la démocratie représentative aujourd'hui, d'inspiration libérale à laquelle on se rattache habituellement, est vraiment chahutée par quantité d'autres repères qui nous déstabilisent, la vision un peu sans frontières, l'Union européenne. On ne sait plus très bien où on habite. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Pierre Manant est un immense chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales où j'ai fait ma thèse et soutenu mon doctorat. Et j'ai assisté à plusieurs de ses cours. Notamment, je suis très admiratif de sa pensée notamment sur Alexis de Tocqueville. C'est-à-dire deux choses. Un, la pensée des limites, c'est-à-dire... et donc, limiter, c'est aussi définir. C'est savoir ce qu'est la démocratie, quelles sont nos institutions, qu'est-ce que notre état de droit et quelles sont ses limites. Alors, je voulais vous en faire parler parce que vous parlez de l'anti-Léviathan, justement. Oui, voilà. Et deuxième chose, il parle très bien aussi de cette perte de repères qu'annonçait déjà Tocqueville, visionnaire entre les visionnaires, disons-le, auquel Nicolas Bavrez aussi a consacré des travaux, à savoir le danger de l'individualisme dans nos sociétés. C'est-à-dire, on doit trouver un équilibre entre l'esprit civique et le respect des libertés individuelles, la recherche du bonheur individuel. Mais il ne faut pas tomber dans la pente et le gouffre de l'individualisme absolu, parce qu'alors, il n'y a plus de socle commun, il n'y a plus ce qui moule le béton ensemble. Et je crois qu'il faut toujours regarder d'où nous venons pour savoir où nous allons. Alors c'est là que justement, on revient au début de notre discussion sur l'histoire. L'histoire est censée être le ciment commun qui tient tout ça dans un monde qui n'est plus tenu par rien. Donc on se réfère à ce qui, dans le passé, peut être fédérateur. C'est ça le rôle de l'histoire aujourd'hui, mais si on vous suit, on est un petit peu quand même dans l'instrumentalisation de l'histoire, malgré tout. L'histoire n'est pas cachée dans le sanctuaire des pontifes. L'histoire, elle est vivante, elle évolue. Il faut, je pense... comme disait Marc Bloch, adhérer autant au sacre de Clovis à Reims qu'à la fête de la Fédération en 1790. Mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut justement retrouver, pas l'équilibre seulement, mais l'esprit de nuance et sortir d'une vision trop binaire de l'histoire. Souvent, l'histoire est instrumentalisée par des politiques qui diabolisent l'adversaire. Et donc, ce n'est plus alors on ne fait plus de la politique, on fait de la religion. Dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon n'a qu'à s'inscrire dans une chapelle. Il pense avoir sa cathédrale, mais il ne faut pas être seul avec les habitants de son quartier dans sa chapelle. Il faut aussi s'ouvrir à tous. Et cela s'appelle aussi le respect du fait majoritaire, c'est-à-dire le respect du 50,1% des voix. Or, quand on voit à chaque fois, à l'issue d'élections, des jeunes qui prennent d'assaut des universités, quand on voit des bâtiments incendiés, attaqués, mais à Sciences Po, à l'ENS, dans les universités, ça ne se passe pas en Seine-Saint-Denis, soyons d'accord. Je suis très inquiet du récit de notre démocratie représentative qui, pour moi, reste un fondement essentiel de notre démocratie, mais il faut en raconter encore son histoire, ses valeurs et à quel point ce cadre nous sauve de l'anarchie. Est-ce vous qui écrivez, je ne me souviens plus, pardonnez-moi, Loris Chavanette, que l'université est particulièrement à gauche et de plus en plus ? Disons que moi j'ai fait ma thèse Il me semble, hein ? Oui, absolument. J'ai même cette formule, l'université et le monde de la recherche en général est un panier de crabes rouges. Voilà, c'est ça. Et donc il y a de moins en moins d'altérité
Si l'on prend par exemple, moi, mon sujet qui est celui d'enseigner la Révolution française, je l'enseigne à l'Institut catholique de Paris, une université privée, parce que c'est impossible pour moi, en tant qu'héritier de Patrice Guéniffé, qui est lui-même l'héritier de François Furet, d'obtenir un poste à l'université, parce qu'il n'y a... C'est pas qu'il n'y a pas de pluralisme, parce que Furet a gagné, si vous voulez, la bataille de l'opinion. Il a gagné la bataille dans les classes intellectuelles, politiques. Mais en même temps, à l'université, il y a un socle dur. On peut le voir même à Grenoble, notamment, avec des persécutions à l'égard de professeurs, un professeur d'allemand qui était, je trouve, très humaniste. Et donc, qui sont ceux qui s'en prennent à des humanistes, si ce n'est une nouvelle vague d'intolérance? Parfois, ce sont des universitaires. Ce qui compte, c'est de ne pas déborder le champ de réserve de l'université quant à l'instrumentalisation de la politique. Dans l'université, donc des statuts comme François Furet sont largement déboulonnés. François Furet, déjà, pour eux, c'est la figure du traître. Vous savez, comme c'est des fanatiques de Robespierre, des robespierristes, ils voient des traîtres partout. Et François Furet était un ancien communiste qui a viré de bord et qui est entré à l'Académie française davantage sous une étiquette libérale, assez pro-américaine même, puisqu'il a enseigné à l'Université de Chicago. Et François Furet, je crois, a commis le péché ultime, en plus de cela, d'écrire que l'enseignement de la Révolution à l'université dans les années 80-90, c'était un catéchisme révolutionnaire. Ce que je vous disais, ce n'est plus dans ce cas-là de l'histoire, c'est de la religion. Alors aujourd'hui, on parle moins de François Furet qu'avant. Je crois qu'il ne faut pas abandonner ce courant d'équilibre nuancé de François Furet, qui tend notamment à considérer la Révolution comme un mouvement intellectuel large qui peut durer 1 siècle, 2 siècles, afin de nourrir des problématiques démocratiques. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que malgré tous ceux qui pensent que la terreur n'a pas existé, il faut bien expliquer qu'elle a eu des conséquences, et pour ceux qui ont vécu, et qui ont eu peur et qui ont été exécutés, qui ont vu des têtes tomber, et aussi pour toute notre histoire du 19e et aussi au 20e siècle. Mais vous expliquez, Laurie Chavanette, aussi que la terreur n'a été qu'une étape de la Révolution, ou du moins une période de la Révolution, et que la Convention elle-même a pris conscience, a fait amende honorable sur la terreur. Oui, mais c'est le Ce qui est assez peu dit aussi par les opposants à la terreur. Bien sûr, si vous voulez, c'est un peu le miracle du 9 Thermidor. C'est-à-dire quand on a fait chuter Robespierre. Il n'y a pas eu une armée étrangère qui a envahi la France pour renverser la terreur. On s'est auto-réformé à partir de Thermidor. Donc on est en juillet 1794, pour être clair. Donc ça veut dire que la Révolution française a été capable d'être l'avènement d'une démocratie moderne, du libéralisme moderne des droits de l'homme en 1789. Il y a bien sûr eu un mouvement de dérapage assez rapide dans la violence, dans l'anarchie, dans la contestation des institutions, où n'importe qui, dans n'importe quel club, pouvait se prétendre peuple. Et enfin, il y a eu cette critique, c'est-à-dire ce retour en arrière. Donc il y a plusieurs révolutions dans la Révolution. Elle est à la fois moderne et anti-moderne. Elle est à la fois démocratique et antidémocratique. Et quand je dis antidémocratique, je veux dire qu'elle est illibérale. Est-ce un abus de langage de dire que si on doit lier histoire et politique, qu'Emmanuel Macron, au-delà même de sa personnalité en tant que telle, la figure qu'il représente, c'est une figure thermidorienne ou propre au directoire, c'est-à-dire qui essaie d'arbitrer et de représenter finalement un ordre bourgeois? C'est excessif de dire ça ou c'est faux? Non, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai écrit dans une tribune qui date maintenant pour expliquer qu'Emmanuel Macron, avec sa politique du « en même temps », c'est en même temps la politique du ni-ni. C'est-à-dire, sous la Révolution française, on pratiquait la politique c'est-à-dire en Thermidor, précisément, après la fin de la Terreur, ni l'aristocratie, donc ni les monarchistes partisans de l'Ancien Régime, ni les jacobins, les partisans de l'anarchie. Et donc, il y avait cette voie moyenne, cette recherche d'un centre, d'une issue au milieu, mais en même temps, Emmanuel Macron reprend cette rhétorique-là, c'est-à-dire essayer de constituer un centre, mais cela s'opère parfois avec un chemin de démagogie centrale, qui est de repousser aux extrêmes tous ceux qui sont nos opposants.
et je crois qu'il ne faut pas extrémiser, il faut lutter avec les armes du discours, avec les armes de l'histoire, avec les armes de la philosophie contre les radicalités politiques, et dire que tel ou tel est hors de l'arc républicain, c'est une formule à l'emporte-pièce qui doit mériter un débat, mais au moins Emmanuel Macron, rendons-lui cela, a par deux fois discuté et tenté de réfuter Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles, ce que n'avait pas fait Jacques Chirac. Donc je préfère le courage de celui qui monte sur la barricade d'un plateau télévision que celui qui se défausse en disant qu'il n'y a pas de dialogue possible. Et il y a bien sûr du dialogue. Ce qu'il faut, c'est terminer vainqueur d'un dialogue comme Socrate. C'est le sens politique de la présence de Marine Le Pen hier. C'est de dire « je suis dans l'arc républicain, donc je suis légitime ». Et l'idée, Laurie Chabanette, on s'achemine quand même peu ou prou vers une prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'à votre avis, la part de ce centre, ce centre thermidorien, si on doit un petit peu jouer sur les mots de notre discussion, est-ce que la part de ce centre va aller se réduisant? Est-ce qu'inévitablement les radicalités, en particulier celles exprimées par le Rassemblement national, sera amenée à prendre plus de place dans la vie politique? J'essaie de boucler avec la tentation du désespoir. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous pour une raison précise. Je vais donner un fait. La jeunesse, les jeunes votent essentiellement pour les partis non traditionnels. C'est-à-dire le Rassemblement national n'est pas un parti traditionnel de gouvernement, puisqu'il n'a jamais gouverné, de même que les Insoumis représentent eux aussi le premier parti de France pour les jeunes. Donc je suis très inquiet, d'où mon essai, la tentation du désespoir. Votre désespoir, c'est ça? Le désespoir, c'est cela. C'est non seulement les indifférents, c'est-à-dire les abstentionnistes, qui ne croient plus en la politique, mais ce sont aussi ceux qui, j'allais dire, y croient trop, qui sont radicaux et qui pensent que la politique, tellement ils sont malheureux dans leur vie quotidienne, où ils ont des rêves, ce sont des idéalistes, des utopistes, ils pensent que la politique peut changer le réel. Mais la politique, elle ne change pas dans un coup de baguette magique la réalité. La politique, c'est du temps long. Il faut éviter et la violence et la hâte. Comme disait Raymond Aron en politique, il faut savoir renouer avec le temps long. Mais dans notre époque, est-ce qu'on peut faire du temps long? Je crois qu'on est toujours dans l'urgence chaque matin quand on se réveille. Comment lutter contre la tentation du désespoir? Eh bien, moi, j'ai ce coup de foudre pour... C'est vrai, ce titre, c'est un clin d'œil à Kierkegaard, un existentialiste. Qui était un peu désespéré. Qui était vraiment désespéré, mais il a fait le choix du désespoir. Lui, c'est pire, il a fait le choix du malheur en rompant ses fiançailles afin d'être un individu absolument consacré à sa liberté pour ne pas se mettre les fers du mariage. Je le cite presque de ce point de vue-là, comprenez-moi bien. Et donc Kierkegaard, je crois que la philosophie, c'est, comme disait Socrate, c'est apprendre à mourir. Je crois qu'il faut éviter l'idée que l'on puisse mourir en démocratie, que l'on puisse complètement perdre le repère du déclin. Donc il y a une part de foi dans la démocratie, mais la foi ne suffit pas à se préserver contre le malheur qui arrive tôt ou tard quand on ne gouverne pas, quand on ne réforme pas. Je crois que la meilleure manière de ne pas céder à la tentation du désespoir, c'est de réformer et non de révolutionner. Merci beaucoup, Laurie Chabanette, d'avoir partagé avec nous ces réflexions autour de la tentation du désespoir, comment la démagogie menace la démocratie aux éditions Plomb, et d'avoir croisé histoire et politique. Je rappelle que vous êtes historien. Merci, à bientôt. Merci à vous.